Merci Myriam. On va parler de mobilité durable et des territoires qui se mobilisent. Hier, on a parlé pas mal d'énergie dans les territoires. En effet, la mobilité, bien sûr, il y a la mobilité collective, il y a la mobilité, le transport des personnes, il y a le transport des marchandises et il y a la mobilité individuelle. Et au titre aussi de mon club des voitures écologiques que j'ai le plaisir d'animer, les territoires ont un rôle essentiel et on aura du beau monde sur cette table d'intervenants qui vont tous prendre la parole sur des sujets divers. Un professeur pour bien sûr être en amont. Donc d'abord, je vais les appeler à me rejoindre maintenant sur scène. Est-ce que d'abord Martin Oliveau est là ? Il est là, non, on m'avait dit qu'il ne serait pas là, mais dans le doute qu'ils se disent finalement j'ai envie de venir, je viens. Philippe Desgobert, directeur de Master Mobilité et Véhicules électriques, je l'invite à nous rejoindre sur scène. Essentiel et très heureux de savoir qu'il y a un master aujourd'hui pour en effet enseigner cela et mobiliser les territoires parce qu'ils ont un rôle important et essentiel dans la diffusion notamment des bornes électriques. Je vais appeler Pierre Rodriguez, ingénieur développement sud-ouest chez Wattaway. Merci. Donc Pierre nous présentera tout à l'heure. Asseyez-vous, on ne va pas rester debout. Il viendra et on parlera des routes. Et finalement, je pense, Denis Simoneau, je crois qu'il est par là hier, il parlait du bilan carbone, en effet, de L'Oréal. Je me souviens, tu disais, nous, on a pu faire des progrès sur notre propre bilan, mais il y a un écosystème complet. Tout à coup, je me dis, mais c'est très bien que les routes soient là, parce qu'on demande aux constructeurs automobiles de faire des efforts et que les véhicules soient demain beaucoup plus écologiques, mais le bilan global de la mobilité, il passe aussi avec le bilan des routes, parce que pas de voiture sans route, et tout ça, c'est un bilan complet sur lequel il y a rarement eu, je crois, le lien et la réflexion de l'addition du bilan dans la mobilité. Gérard Felzer, presque envie de dire qu'on ne le présente plus, il est là, il est parmi nous, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille de Nicolas Hulot, il est aujourd'hui très engagé, il a été engagé aussi dans la vie politique francilienne, et puis c'est un inventeur, un provocateur, un homme que l'on voit régulièrement à la télévision. À mes rencontres internationales des voitures écologiques, j'ai découvert aussi que tu as été directeur de campagne de Coluche, donc ça fait longtemps qu'il fait de la politique pour provoquer. Merci de ta présence. Il a souhaité, si vous en êtes d'accord, intervenir le dernier pour aussi s'inspirer un tout petit peu de vos interventions. Et Pierre Fortet, que Myriam a présenté, PDG de Pragma Industries. Donc là, on va re-rentrer dans l'hydrogène. On a vu et on a beaucoup apprécié les mots qu'il a tenus hier soir lorsqu'il a reçu ce trophée, cet encouragement et cette tape dans le dos, si j'ai bien noté, donné par Myriam pour dire finalement vous avez été précurseur, parce que dans l'hydrogène en 2003, il fallait vraiment être très très en avant. Alors de temps en temps on dit que quand on a raison trop tôt c'est très difficile, mais vous avez tenu bon et bravo aussi pour les vélos aujourd'hui que vous portez et cette idée de faire une autoroute ou une route, plutôt des pistes cyclables des vélos à hydrogène me semble extrêmement intéressante. On va démarrer par Philippe Desgobert avec vos interventions, mais c'est important et j'espère d'ailleurs, j'étais en train de me dire, moi j'ai un club au Maroc par ailleurs, vous savez quand même que la COP22 a eu lieu au Maroc, je me dis tiens, ce serait intéressant de voir si dans d'autres pays on ne peut pas imaginer ce transfert de master, parce qu'en effet la mobilité électrique est un vrai sujet qui implique là directement les élus locaux, parce que c'est eux qui ont la disponibilité de la voirie et qui vont décider si oui ou non on met des bornes. On sait qu'il y a quelques trous dans la raquette en France, mais il y a aussi quelques départements qui ont fait des efforts phénoménaux pour amener des bornes. Et quand il y a des bornes, il y a des véhicules électriques. Quand il n'y a pas de bornes, il n'y en a pas. Mais c'est vrai aussi pour l'hydrogène, ça a été vrai pour le GPL. Donc ces infrastructures, elles sont portées par les collectivités locales. Vous avez la parole. Merci. Vous pouvez intervenir de là ou de là, comme vous le souhaitez, là où vous êtes le plus à l'aise, mais comme je crois qu'il y a de mémoire et un PowerPoint et une animation. Oui, bonjour. Le micro, non, mais prenez le mien et je vais mettre celui-là en route. Bien, bonjour. Alors, oh. Mais on n'est pas dans le bon ordre là. C'est pas la présentation. Non. Desgobert. Oui, je crois que c'était celle de Gérard, non? Ou elles passent toutes. Non. Voilà. Ok, merci.
Oui, alors pour répondre d'abord à la première question concernant le Maroc, je vais vous présenter donc ce master mobilité véhicule électrique, qui est un master international et pour lequel le Maroc est un des pays où on recrute le plus de nos étudiants depuis déjà maintenant 8 ou 9 ans, puisqu'on va lancer à partir de la semaine prochaine la 9e promotion. Alors c'est un master dont l'objectif au départ était de former les ingénieurs pour la conception des véhicules électriques. Il faut savoir qu'en 2009-2010, on parlait plutôt d'électrification de véhicules électrifiés. Donc c'était des véhicules thermiques pour lesquels on remplaçait la motorisation thermique par une motorisation électrique. Vous n'avez pas mis pardon de vous couper, le minuteur qui est là-bas, qui est censé se mettre en route pour bien regarder votre temps de parole. Ça y est, il est lancé pour le rappeler pour les prochains intervenants. Ok. Et donc, c'est un master qu'on a lancé avec 4 écoles de ParisTech, les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées, l'ENSTA et Arrêts Métiers. Et au niveau des arrêts métiers, on s'occupe plutôt de ce qui va de la prise, on va dire, à la roue, c'est-à-dire tout ce qui est partie énergie électrique. Alors, au point de départ, ce master, sa cible, c'était plutôt la conception des véhicules, l'électrification, passer de l'électrification aux véhicules électriques. Et ensuite, on a développé le volet infrastructure de recharge, donc l'écosystème. Et là, dans le futur, l'année prochaine, on se lance dans les... Parce que le futur, en 2010, c'était le véhicule électrique, mais maintenant, le véhicule électrique est sur la route. Le futur, c'est le véhicule à hydrogène, c'est le véhicule autonome. Et donc, on va amorcer ces sujets, les sujets big data et tous les sujets qui vont avec, à partir de la prochaine session. Donc, c'est un master qui a été lancé en partenariat avec la Fondation Renault, qui nous attribue 15 bourses et 15 étudiants qu'on va chercher sur toute la planète. Quelques chiffres, 150 diplômés depuis 2010, globalement une vingtaine de nationalités. Donc c'est un master associé à un master spécialisé qui est lui dédié plutôt à des étudiants diplômés de nos écoles en France, et on fait un mixage entre un master international et un master spécialisé. Cette formation a été reconnue par le monde comme une des 16 pépites de l'enseignement supérieur, et elle a été accréditée pour 6 ans. Alors, pour pouvoir justement, donc aujourd'hui j'ai prévu de parler plutôt d'innovation pédagogique, et donc l'idée était de pouvoir faire une présélection à distance de certains candidats. Et donc je suis associé avec l'ISIT2I et le CNAM pour lancer un MOOC sur les systèmes électriques pour vérifier les prérequis des candidats. Donc sur 3 sessions, on a globalement plus de 15 000 apprenants qui y sont inscrits, de 75 pays en langue française. 50%, 57% représentent des étudiants français. Alors la cible IT2I au point de départ, c'était niveau intermédiaire Bac+3. Et on s'aperçoit, quand on regarde un peu sur les barres graphes à droite, là, que la cible étudiante ne représente que 15%, et que les 2/3 sont des gens qui sont déjà dans l'emploi, qui s'y inscrivent, avec un niveau qui est beaucoup plus élevé que le niveau Bac+3 qui était visé à l'origine. Et fourchette d'âge plutôt la quarantaine. Donc ça c'est le premier MOOC sur la plateforme Fun. Le second qu'on a lancé avec la Fondation Renault et l'École des Ponts et Chaussées, c'est un MOOC sur la mobilité et véhicules électriques, où là il y a des académiques ainsi que des experts Renault ou EDF ou d'autres qui parlent de la mobilité, des infrastructures. Pardon. Alors on a des cours un peu classiques où comme aujourd'hui il y a les présentations de cours avec des diaporamas. Il y a aussi différents éléments du type, le saviez-vous, des flashs. Donc, pour ma part, j'ai travaillé sur les aspects stockage d'énergie. Donc là, sur 3-4 diapos, on explique de manière succincte des comparatifs. Aussi d'autres choses sur les infrastructures de recharge, les différentes technologies, les différentes bornes, etc. Donc pour agrémenter mon propos, donc je profite, il me reste 4 minutes 30, c'est la durée de la vidéo que je vais lancer, un petit focus sur donc le fonctionnement technico-économique de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui va répondre aussi à une partie des questions qui étaient posées hier à certaines tables rondes. Je vous invite à regarder, à être attentif aux tout premières diapos, on va dire, qui expose un peu les limites techniques du 100% énergie renouvelable raccordée au réseau. Si vous pouvez lancer.
Le réseau électrique européen est synchrone à environ 50 Hz et s'étend de l'Espagne à la Tunisie. C'est donc à l'échelle de l'Europe et même au-delà que cet équilibre est aujourd'hui assuré. Même si les équilibres sont d'abord nationaux, les capacités aux frontières déterminent les possibilités d'ajustement extraterritorial. Le gestionnaire de réseau de transport haute tension d'électricité, en charge de l'adéquation entre production et consommation, bâtit des modèles pour prévoir la demande d'électricité d'abord 1 an à l'avance, puis 7 jours à l'avance, puis 24 heures avant. On peut alors tenir compte de l'ensemble des paramètres disponibles, jour ouvré ou non, température, nébulosité, événements particuliers comme un match de foot qui va générer de gros appels au réseau pendant les coupures publicitaires. C'est donc la veille que l'ensemble des ordres de production sont donnés aux différentes centrales afin de suivre la courbe de demande anticipée. Les centrales sont déclenchées par ordre de prix croissant du kilowattheure proposé, on parle de merit order. Le prix du kilowattheure pour chaque demi-heure est celui de la dernière centrale appelée et toutes sont rémunérées à ce prix. Puis, l'équilibre instantané est obtenu en utilisant les quelques marges de manœuvre disponibles. La capacité d'effacement. Un acteur, une industrie par exemple, accepte de ne plus être alimenté par le réseau et passe sur une source interne de production d'électricité. La production hydroélectrique. C'est la seule qui peut être déclenchée pour produire presque instantanément. L'énergie cinétique emmagasinée dans les rotors des alternateurs des centrales. Elle constitue le stock d'énergie extrêmement faible, grâce auquel le système électrique peut absorber les déséquilibres entre la puissance mécanique injectée dans les turbines et la puissance électrique soutirée par les charges. Des réserves primaires peuvent également être mobilisées par le gestionnaire de réseau de transport afin de garantir cet équilibre et éviter les variations de fréquence. L'apparition de générateurs intermittents, solaires et éoliens, oblige les opérateurs à anticiper beaucoup plus le démarrage de générateurs supplémentaires pour reconstituer ou accroître les réserves. Cela complique donc le rôle du gestionnaire, d'autant plus que les énergies renouvelables sont la plupart du temps considérées comme prioritaires lorsqu'elles produisent de l'électricité. Leur déploiement renforce le besoin de stockage de la production, auquel le déploiement des véhicules électriques et leurs batteries peut apporter un élément de réponse substantiel. Le déploiement d'un réseau de charge rapide complique également le travail d'équilibrage du gestionnaire en générant de potentiels appels importants au réseau. C'est pourquoi ces acteurs prônent la charge lente qui peut au contraire lisser la production d'électricité en l'augmentant la nuit lorsque la demande est plus faible, à l'instar des ballons d'eau chaude. Dans le futur, avec le déploiement des réseaux électriques intelligents, smart grids, une action plus forte qu'aujourd'hui sera exercée sur la consommation. De nouveaux mécanismes incitatifs permettront plus de flexibilité pour l'utilisateur grâce au démarrage ou au délestage de charge au moment où cela est le plus opportun du point de vue du réseau. Cette régulation sera certainement associée à du stockage local où les flottes de véhicules électriques VE joueront un rôle central. En effet, le concept Vehicle to Grid, V2G, est bien adapté au marché de la fréquence car techniquement, les batteries associées à l'électronique de puissance permettent de réagir à la seconde, offrant de la capacité plus que de l'énergie. Plusieurs difficultés limitent ce déploiement. D'un point de vue législatif et réglementaire, les textes spécifiques aux dispositifs de stockage décentralisés restent à écrire. Ensuite, les coûts de ces systèmes restent encore trop élevés, limitant le modèle économique. De plus, aujourd'hui, ces services ne sont pas rémunérés. Il est donc très compliqué pour un opérateur extérieur de participer au service système. À terme, on pourra développer de nouvelles offres de services pour l'utilisateur. Il faudra avoir un agrégateur qui collecte de manière raisonnable les données et communique avec les véhicules ainsi qu'avec le gestionnaire de ce marché. Merci. Bravo pour cette animation. Je comprends pourquoi il dirige le master, parce que si tout est aussi simple à comprendre dans son master, il va former beaucoup de monde.